stepped out of my zone, heading to a castle. Made a sand of some medicine, high hope. Looking at the stars to the ceiling. I guess I'm silly. I might just take another shot as if you left me. Ok. Loom naît en 2016. Ouais. Loom, c'est une marque de vêtements durables qui tiennent plus longtemps et qui abîment moins l'environnement. Toi, Julia, tu as rejoint l'aventure en 2017. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus sur ta marque ? Qu'est-ce qui la différencie, par exemple, de marques comme H&M ou Zara qui proposent elles aussi des collections de vêtements en coton bio ? Je pense que le truc le plus évident, c'est là où tu produis. Il y a quand même quelque chose de systématique, qui est devenu genre la nouvelle norme dans l'industrie textile, c'est le fait de délocaliser dans des pays vraiment pas chers, où en gros, quoi qu'on dise, il y a de l'exploitation, quoi. Vraiment, quand tu vas en dehors de l'Europe, des États-Unis, en gros, les marques vont exploiter, quoi. La deuxième chose, c'est sur tout ce qui est, respect de l'environnement. Pour l'instant, ce qu'ont fait ces grosses marques, c'est faire des gros effets d'annonce sur des petits engagements. C'est genre, on parle beaucoup de la collection Conscious d'H&M, mais par exemple, c'est une toute petite partie de leur collection. Donc, même sur ce qu'on appelle l'éco-conception, c'est-à-dire réduire l'impact environnemental des produits qu'on fabrique, c'est encore minime par rapport à la totalité de ce qui est produit dans cette industrie. Sachant que, pour le coup, tout le monde fait des annonces dans le sens où ça va être systématisé, tu vois. Genre, je sais plus qui a dit qu'ils allaient utiliser que du coton bio, etc. Donc, sur ce truc de l'éco-conception, je pense qu'ils peuvent aller assez loin, en fait, parce que ça coûte pas très cher, en fait, de passer du coton normal au coton bio. Surtout quand on a la puissance de frappe de ces boîtes-là. Pour moi, la vraie différence, les deux vraies différences, c'est surtout le fait de... nous, on se concentre sur faire des vêtements qui durent longtemps. Parce qu'on pense que c'est un problème, la dégradation de la qualité des vêtements. Et eux, ils se concentrent sur faire des nouveaux styles en permanence. Et faire des trucs pas chers. Faire des nouveaux styles en permanence pour créer cette obsolescence programmée du désir. Tu vois, genre donner envie aux gens de consommer toujours plus. Et baisser les prix parce que en vrai, leur seul objectif, c'est de faire de l'argent. Tu vois, genre, on en arrive toujours à une espèce de conclusion simpliste, mais faire le plus de marge possible pour pouvoir gagner plein d'argent. Et en fait, je pense que c'est aussi ça, la vraie différence. C'est genre, au final, peut-être que H&M fera des t-shirts en coton bio d'aussi bonne qualité que ceux de Loom. La vraie différence, c'est à quoi va servir l'argent, quoi. Moi, je pense que mon entreprise, elle ne peut pas grossir éternellement. Et qu'elle ne peut pas grossir au coût, tu vois, aux dépens de la société. Elle ne peut pas grossir aux dépens de ceux qui fabriquent. Elle ne peut pas grossir aux dépens juste... tu vois, genre... en gros, le problème de l'industrie textile, c'est qu'on produit trop de vêtements. Et je ne veux pas inciter à la consommation pour le succès de ma marque, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Je veux justement pouvoir avoir une entreprise pérenne sans avoir à passer par des travers, sans avoir à renforcer tous les travers de l'industrie textile. Au tout début de son histoire, Julia, Loom vend des vêtements de bonne qualité en toute transparence avec ses clients. Moi, de mon côté, quand je découvre la marque, c'est ce que je te disais dans le mail quand on a pris contact avec toi, c'est moi, un jour, je googlise chaussettes durables, fabriquées en France, Ecotex ou bio, quelque chose comme ça, quoi. Et puis je tombe sur votre article sur pourquoi on a fait les chaussettes les plus résistantes du marché. Et puis en fait, de fil en aiguille, je découvre que vous avez pris des positions assez fortes contre le greenwashing d'H&M et contre les géants de l'industrie de la mode en général. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce qui vous a fait passer d'une marque de vêtements durables, comme finalement il en existe plein, des petites marques qui naissent, etc., à une marque de vêtements militante ? Qu'est-ce qui vous a fait basculer ? Qu'est-ce que vous avez changé et pourquoi ? En fait... je pense que tout le monde a un peu conscience de tout ce qui ne va pas dans le monde. Tout le monde est un peu militant. Ce qui te fait basculer et je pense que dans le domaine perso, tu vois, on est tous outrés de plein de choses et tout. Le fait de pouvoir le faire dans le domaine professionnel et dans le domaine commercial, c'est que quand tu as la possibilité de le faire. Moi, j'ai toujours été outragée, en fait, outrée par, tu vois, genre comment... par l'exploitation de l'industrie textile, etc. J'ai toujours été outrée par comment, tu vois, genre, le 1% capte genre, toute la part du gâteau, etc. Quoi. Le fait de pouvoir en faire un discours de marque, c'est que tu en as la possibilité. La possibilité, c'est l'indépendance financière. Et on a racheté Loom, en fait, en 2018. Donc, ce qui nous a donné la possibilité de... Qui appartenait à qui Qui appartenait avant à My Little Paris. Donc, qui appartenait à Merci Alfred, qui lui-même appartient à My Little Paris. Qui lui-même appartenait Au Féminin, qui appartenait à Axel Springer, et Axel Springer a revendu Au Féminin à TF1.
Okay. En vrai, c'est un truc. Au début, on appartenait donc à un conglomérat média, quoi. Et on a réussi à racheter la marque à partir de ce moment-là. Donc on avait... comme l'entreprise nous appartenait, on avait la possibilité de dire ce qu'on veut. Et après, on a eu besoin d'argent. Et du coup, on a choisi de lever des fonds auprès de notre communauté, auprès de particuliers. Parce qu'en fait, c'est ce qui nous laissait la liberté de dire ce qu'on voulait, quoi. Auprès de gens qui étaient trop contents qu'on dise des trucs, quoi. Donc ça, on a la possibilité technique de le faire. Ensuite, il faut avoir la possibilité commerciale de le faire. Il faut avoir la possibilité de dire quelque chose sans que ça ruine ta marque. Et ça, en fait, on s'en est rendu compte au fur et à mesure, quoi. Que qu'avoir un discours de vérité, avoir un discours engagé, c'était pas quelque chose qui nous desservait, au contraire. C'était un gros avantage commercial. Donc c'est pas tellement que je suis plus engagée ou que j'ai plus de courage que les autres chez l'entreprise et tout, c'est que j'ai la possibilité. T'as cette liberté. J'ai cette liberté et c'est presque une stratégie... j'ai pas intérêt à adoucir mon discours. Julia, tu t'exprimes beaucoup sur la fast fashion, pas forcément là, mais on t'a vu, on t'a entendu en parler. Qu'est-ce qu'il en est des autres marques? Parce que là, tu as commencé à nous dire, en fait, on a l'impression que c'est l'ensemble de l'industrie textile qui est faite comme ça, mais des marques qui vendent leurs produits plus chers aussi, comme j'en sais rien, je pense à Lacoste, à Hollister. Est-ce que le mode de la mode est vraiment foutu comme ça? À savoir, il y a les gros méchants d'un côté et les petits gentils de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas des marques de l'ancien monde, disons, qui essaient pas de faire des choses bien? Je pense qu'il y a plein de monde qui essaie de faire les choses bien. Même chez H&M, moi j'ai rencontré des gens, je sais en fait, c'est des gens comme nous. C'est des gens qui habitent le même monde, qui sont confrontés aux mêmes infos, qui lisent les mêmes choses, qui sont inquiets pour leurs enfants, qui voient la dune reculer sur les plages françaises. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que tout le monde est inquiet de ce qui se passe. Et tout le monde essaie de faire les choses bien. C'est juste que je suis pas d'accord sur la manière de faire, tu vois, mais... Après... pour revenir à ta question, là, ce truc de focus sur la fast fashion, c'est vrai que c'est un peu injuste et encore pire que focus sur la fast fashion, c'est focus sur H&M, j'avoue que je mets... Mais, parce que c'est emblématique, etc. Mais Thomas Uriez, de 1083, donc une marque de jeans complètement fait en France, il explique ça assez bien. Il explique que finalement, limite, la fast fashion, elle a un truc d'honnêteté. Parce que lui, il prend l'exemple d'un jean de marque qui serait vendu 100 € et l'exemple d'un jean... de fast fashion qui serait vendu 30 €, ils se rendent compte que c'est produit dans les mêmes usines et dans les mêmes pays. Donc ils achètent tous les deux leur jean 10 balles, sauf qu'il y en a un qui fait x10 et l'autre qui fait x3. Et il dit, dans un sens, la fast fashion, elle a au moins une honnêteté de prix. C'est-à-dire qu'il y a des... Oui, il y a beaucoup de marques, il faut regarder les étiquettes des pays où c'est fait, quoi. Et on le sait. Il y a des choses qu'on paye très cher, où la qualité n'est pas au rendez-vous, et où la manière dont c'est produit, c'est pas mieux. Donc, tout le monde aime bien taper sur la fast fashion. Et pour moi, c'est pas des gens bien, quoi. Mais c'est une manière aussi de détourner le regard. Et tu regarderas toutes les marques, franchement, tu vas voir n'importe quelle marque, ils sont tous d'accord pour dire que la fast fashion, c'est pas bien. Sachant que toutes les marques copient la fast fashion aussi. Vraiment, il y a un truc, ils ont inventé quelque chose sur la manière de renouveler les collections, sur la manière de produire en flux tendu, sur la manière de... mais tout le monde va faire son shopping chez Zara pour penser ces nouveaux designs. Parce qu'ils sont trop forts. Pour le coup, Zara, ils sont trop forts en design. Donc, tout le monde tape sur eux, mais aussi parce que le reste de l'industrie textile a eu du mal à faire aussi bien qu'eux. C'est terrible, hein. Aussi bien que, j'entends d'un point de vue économique et d'efficience, etc. Zara, c'est quand même... personne n'a fait autant de thunes qu'eux, quoi. Alors que, tu vois, même des Levi's et tout, ils n'arrivent pas à être aussi gigantesques que ce truc-là, quoi. Donc, moi, je vois très bien quand les marques aiment accuser la fast fashion. La fast fashion, c'est la partie émergée de l'iceberg de tout ce qui est fucked up dans l'industrie textile. Mais les autres marques, c'est pas mieux. Genre, Noémie Klein, elle écrivait dans nos logos, les gens qui ont inventé le travail des enfants et la délocalisation, c'est les Nike et tout ça. Et ils continuent, ils continuent à produire de sales conditions, ils continuent à inciter à la consommation, ils font de la promo à tout va, ils font des drops, etc. On peut taper sur la fast fashion, mais franchement, regardons ce que fait Nike. Et ils sont pareils, ils font pareil, des petits trucs, là, Adidas, qui font leurs petites pompes en recyclé et tout, ils utilisent les mêmes choses, ils font exactement la même chose, sauf qu'ils vendent beaucoup plus cher et qu'ils sont sexes. Sauf qu'on est tous encore en train de porter des Nike et des Adidas, quoi, avec fierté. Justement, Julia, est-ce qu'il y a des... Je sais pas, tu portes des contradictions, on est tous pétris de contradictions en fait. Et c'est quoi tes contradictions à toi? Tu parles de Nike par exemple où t'adores le design, t'aimerais bien en porter mais ça te fait trop mal quand même, mais t'aimerais bien parce que tu les aimes bien. T'as des contradictions comme ça que tu portes et dont t'arrives pas à te dépétrir et
Si tu penses à la souffrance Ouais. que coûte ton plaisir, tu peux pas. Et en vrai, si je te mets des images de genre qu'est-ce qu'on fait au veau, J'ai vu. c'est plus un plaisir en fait, ça te rend triste quoi. Moi, moi les fringues me rendent un peu triste, tu vois, je sais ce qu'il y a derrière et tout. Donc il y a des trucs, enfin genre, ouais, il y a des engagements que j'arrive pas à pousser jusqu'au bout. Enfin, comme tout le monde, et même sur les fringues en fait, tu vois. Genre. Mais je le sens pas comme une contradiction parce que je sais que c'est pas moi en fait. Enfin, tu vois, c'est pas ma responsabilité, c'est pas de ma faute en fait ces trucs-là. Et que vouloir me le faire porter dessus comme citoyenne, comme consommatrice, c'est, enfin, tu vois, c'est nier les responsabilités. La responsabilité, c'est les gens qui exploitent et qui produisent ces produits et qui le font dans ces conditions. Moi, ma responsabilité, je la sens en tant que marque. Je la sens pas en tant que consommatrice et citoyenne. Ce que je fais, c'est pour moi en fait. Si j'essaie de consommer éthique et tout, si j'arrête de prendre l'avion, c'est pour moi. Parce que je pense que ça me dégoûte quoi. Genre, un truc comme ça, c'est pas. J'ai bien conscience que le fait que j'arrête de prendre l'avion, ça change rien du tout au monde. Ça me change des choses dans ma santé mentale. Mais c'est pas ça qui va changer. J'ai plus de pouvoir en tant que chef d'entreprise. J'ai pas de pouvoir en tant que citoyenne. Pour en revenir à Loom, j'ai lu que les découvertes que vous faites avec ton équipe pour créer des vêtements plus durables, vous les notez dans un document. Et document que vous partagez volontiers à d'autres marques qui vous en font la demande. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une bonne manière de faire de la jouer collectif ? C'est en gros, on s'est rendu compte. Donc nous, on essaie de faire des vêtements qui durent longtemps, quoi, globalement. Pourquoi on fait des vêtements qui durent longtemps ? Parce que depuis les années 90, la qualité des vêtements s'est complètement dégradée avec l'arrivée de la fast fashion, et que donc, en gros, toutes les marques mettent le focus sur la qualité et le prix, ce qui a fait changer le paradigme de l'industrie textile. Ce qui fait que les usines ont du mal à faire des vêtements de qualité. Elles ont oublié. Elles ne savent plus faire. Elles sont tellement pressurisées sur l'argent et le temps qu'elles n'y arrivent plus à le faire. Par contre, elles font des putains de designs, elles sont capables de produire hyper rapidement, etc. Donc nous, on est dans une quête de réapprendre à faire des vêtements de qualité. Sauf que c'est de l'ordre de l'ingénierie textile. Donc c'est très très vaste et très technique en fait comme chose. Et c'est un savoir qu'on ne retrouve pas, enfin qu'on a du mal à trouver. Il est tellement vaste, tellement dispersé, il est tellement aussi empirique, c'est beaucoup de choses qui se comprennent en faisant, qu'on a du mal en fait à... On ne trouve pas ce savoir dans les livres, dans les documents. Donc à chaque fois qu'on découvre quelque chose, des fois on découvre des choses en testant nous-mêmes, en interrogeant, on le consigne dans ce document, quoi, pour avoir... parce que c'est ça en fait la valeur de notre entreprise, c'est la qualité des vêtements qu'on est capable de faire. Et là on s'est dit, en fait, si on veut vraiment qu'il n'y ait plus de merde qui soit mise sur le marché, on a intérêt à ce que ce savoir il soit le plus partagé possible. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment un wiki textile, un Wikipédia textile, dans le sens où genre tous les autres experts de la mode puissent aussi apporter, tu vois, sur ce truc-là. Ça, c'est un changement de paradigme pas évident à faire dans la mode. Donc, et pourquoi on fait ça ? Parce que moi, mon objectif, c'est pas de conquérir le monde, c'est pas de garder les secrets pour moi et d'avoir... tu vois, genre, mon objectif, c'est que tout le monde fasse mieux. L'objectif, c'est que... Enfin, tu vois. Et je pense que... Et ce truc de l'accès... Et surtout, il faut être modeste, tu vois, genre, on est trois maintenant à vraiment bosser à fond là-dessus. On n'a pas fait d'études d'ingénieur textile, on lit des bouquins et tout. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des autres aussi. Enfin, tu vois, il y a des gens qui savent beaucoup plus que nous sur la qualité, etc., quoi. Notre mission, c'est de... Enfin, c'est pas comme si on avait le savoir et qu'on le donnait aux autres. Mais je pense qu'il y a un truc... assez égoïstement, ça a aussi un super intérêt d'avoir plein de gens... Enfin, nous, on a aussi besoin d'apprendre sur ces trucs-là, quoi. Mais comme c'est aussi un... Enfin, tu vois, pour nous, c'est aussi un avantage compétitif. De savoir faire des vêtements de qualité, c'est clairement un avantage compétitif. Et maintenant, il y a beaucoup de marques qui se lancent sur le marché, là, et qui vont mettre des années à avoir notre niveau, quoi. Donc ça pourrait être aussi une stratégie de se dire, non, on le garde pour nous et on va faire ça, etc. Mais en fait, tu vois, genre... moi, je crois pas tellement à la concurrence et des trucs comme ça, quoi. Enfin, je pense que s'il y a des gens qui font des vêtements de meilleure qualité que nous, tu vois, genre, limite, il vaut mieux que ce soit leurs vêtements qui soient sur le marché. Ou alors nous, tu vois, ça nous fera monter le niveau et tout, donc... Il y a quelque chose quand même qui ressort de Loom et qui fait qu'on est tombé aussi sur... qu'on a fait connaissance avec cette marque-là plutôt que d'autres, à un moment où on était hyper ouvert et à la recherche de marques hyper engagées, éthiques, avec des produits de super qualité, c'est votre communication. Vos communications, que ce soit vos articles de blog ou vos infographies, on dirait presque un travail journalistique. On a lu quelque part que vous pouviez mettre 100 heures en fait, à travailler sur un article ou une infographie, à mobiliser toute l'équipe. Et on se demandait pourquoi est-ce que vous passez autant de temps à faire réfléchir les gens, vos clients. La première chose, c'est parce qu'on aime ça avec Guillaume, mon associé. Et en fait, il y a aussi un truc
ce travail, on le sculpte aussi sur ce qu'on aime, quoi. Ce qu'on aime faire, etc. Donc il y a un truc genre, intellectuellement, c'est trop intéressant de creuser un sujet. C'est de vraiment creuser un sujet et de découvrir des choses que les autres n'ont pas découvert, en fait. Il y a des trucs qu'on a découvert que les gens ne savaient pas. Sur le coton bio, on a découvert, enfin, tu vois, genre, des spécificités sur les pesticides qui sont utilisés dans le coton, qui ont des effets, délétères bien plus que genre la moyenne des pesticides, quoi. Enfin, sur du coton bio. Sur le coton, sur le néonicotinoïde, c'est des pesticides qui sont utilisés spécialement pour le coton du coup non bio. Ok. Et donc qui ont un impact sur la biodiversité genre bien plus fort en fait que genre les Roundup et des trucs comme ça, quoi. Donc il y a déjà un truc intellectuel, genre c'est ça qui nous fait kiffer notre travail. Deuxième chose, c'est que si tu n'as pas l'obligation d'écrire un article et de le vulgariser, tu prends jamais le temps de pousser à fond sur un sujet. On s'en est rendu compte. Et en vrai, avant d'écrire l'article sur le coton bio, on n'avait pas du tout l'intention de passer nos vêtements en coton bio. Parce qu'on savait pas trop de trucs, on était là, mais non, le plus important c'est la qualité et tout. Enfin non, le coton bio c'est de la mauvaise qualité et tout. Enfin, on était plein de préjugés, pétrer ces trucs-là, et tant que tu les creuses pas avec une honnêteté intellectuelle, tu sais pas ces choses-là. Donc rien que pour toi progresser, t'as toujours intérêt à genre creuser le sujet à fond et essayer de le vulgariser. Troisième point, c'est pourquoi on le partage aux gens, c'est parce que d'un point de vue purement commercial, c'est notre stratégie de communication. On veut pas faire de pub, enfin si on fera peut-être de la pub et tout, mais tu vois on peut pas faire de la pub en mode regardez ce t-shirt comme il est bien, quoi. Et pourtant il faut quand même que les gens parlent de nous. Donc nous, notre manière de faire, c'est de faire des choses que les autres marques ne savent pas faire. Personne prend le temps de faire une centaine d'heures pour écrire ce truc-là, quoi. Donc c'est purement, dans un sens c'est purement, tu vois, ça nous fait kiffer, ça a un intérêt pour nous et tout, mais en termes de business, c'est une stratégie business qui est assez connue, c'est le truc du content, sauf que c'est pas du content de merde qu'on fait, c'est de l'evergreen content. Il y a aussi un truc, oui on passe 200 heures sur faire un article, pourquoi on a choisi de faire du cuir, mais en fait ce contenu, je sais qu'il est encore là pour 10 ans. Et notre article, l'article que j'avais publié dans Medium sur pourquoi H&M se moque bien de nous, il continue à avoir des centaines de vues par semaine. Donc c'était lourd, c'était long et tu vois de creuser etc. Mais c'est vraiment c'est du long terme, quoi. C'est ce truc là. Et la dernière chose, c'est qu'en termes de militantisme, tu vois on peut faire des vêtements qui durent longtemps et en coton bio et trucs comme ça. Tu vois on fait presque 1 million de chiffre d'affaires cette année. Enfin tu vois alors, on doit toucher 10 000 personnes. On doit vendre à 10 000 clients, peut-être 20 000, tu vois. Ça va pas changer les choses, quoi. Ce qui peut vraiment changer les choses, c'est de donner aux gens les outils intellectuels pour faire leurs propres décisions. C'est pas de leur dire ça c'est mal, c'est leur dire voilà ce qui se passe. En toute honnêteté, voilà ce qu'est la situation. Et comprenez-la. En toute honnêteté, voilà ce qui fait que les vêtements sont de mauvaise qualité. Et je vous explique, le tissage, la teinture, etc. En toute honnêteté, voilà ce que c'est le problème du coton. Parce qu'il y a un truc comme ça, etc. Et faites-vous votre avis. Et en fait, c'est ça la vraie force. Parce que face à la propagande et à la mésinformation des grandes marques en général, qui te disent fait en bouteille recyclée, ça pollue moins, changeons la mode de main, qui te donnent des punchlines, etc. On n'a pas la puissance économique de faire une contre-pub en disant non, les plastiques recyclés c'est de la merde. Leur collection c'est comme une truc. Le seul truc qu'on peut faire, c'est genre parler à l'intelligence des gens et armer les cerveaux des gens, quoi. Et ça aussi fait que tu touches beaucoup moins de monde. Écrire des articles de 18 pages qui creusent vraiment un sujet et même aussi aussi drôles qu'on essaye de les faire. La plupart des gens lisent pas du 18 pages. La plupart des gens préfèrent une petite vidéo de 2 minutes qui leur dit tac 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 tac. Donc il y a aussi on accepte aussi d'avoir un impact réduit. Par contre, la qualité de l'audience qu'on touche avec ces articles elle est très forte. Genre toutes les autres marques nous lisent et déjà ça c'est trop bien. Tu vois, alors toutes les autres marques sont au moins elles savent, quoi. Toutes les autres marques nous lisent, les journalistes nous lisent, en fait on lit on parle aux prescripteurs, quoi. Donc ça aussi en termes de militantisme, je pense que c'est là où est notre plus gros impact. Tu vois, genre on vend des vêtements, c'est cool, ça nous donne une légitimité pour dire que cette parole elle vient pas de Attaque ou de Greenpeace, elle vient de chefs d'entreprise et de gens qui qui mettent les mains dans qui sont dans le truc. Donc ça nous donne une légitimité parce que sinon les gens ils sont là ok les hippies j'aimerais bien vous y voir. Là les gens ils sont là bon ok. Normal. Donc, ok.
Et du coup, justement, c'est quoi vos projets à venir? Il y a des choses dans les cartons. On a entendu parler d'une nouvelle paire d'une paire de baskets qui allait sortir. Est-ce que tu as des choses à... Ouais, j'ai un truc trop cool qui est en train d'arriver. À partager avec J'en nous, ai pas encore parlé aux médias. Alors, j'explique. En gros, c'est quelque chose... Ça vient de plusieurs choses. Je sais pas, vous avez beaucoup entendu parler des microplastiques, non? Ouais. Tu vois, tout le monde dit, en fait, les vêtements en polyester et tout ça, chaque fois que tu les laves, ils relarguent des bouts de plastique qui se dégradent pas. Donc le problème qui se dégrade pas, qui s'accumule ou qui se dégrade lentement, c'est qu'en fait, ça obstrue les voies respiratoires des poissons. Pour l'instant, c'est un peu le seul effet effet négatif qu'on a trouvé au microplastique. Sauf que, donc, je suis tombée sur un thread Twitter qui expliquait hyper bien que ce problème, c'est pas du tout propre au microplastique. Les cotons et la laine et toutes les matières naturelles rejettent aussi énormément de microfibres. Donc certes, c'est des matières naturelles, donc c'est censé être biodégradable, sauf que la plupart de ces matières sont teintes. Et donc la teinture, c'est un perturbateur de biodégradabilité. Donc quand tout le monde te fait le focus là sur les fibres de polyester, en fait c'est l'ensemble des vêtements. Parce que l'ensemble de nos vêtements sont teints et traités. Même les choses qui ont l'air d'avoir une couleur naturelle et tout, c'est teint et traité. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on essaie de faire des vêtements vraiment sans teinture, quoi. Et sauf que... Et donc, je vous montre, parce que j'ai des trucs. Ça... Je sors des trucs. Donc ça, c'est... Par exemple, tu vois, ça, c'est la matière de notre sweat. Donc, quand elle est teinte, et on est en train de faire des essais avec notre teinturier sur qu'est-ce qui se passe quand on prend du coton naturel, vraiment quand on le teint pas, etc. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on a un peu cherché. Il y a plein de marques qui font des produits écrus. Genre, tu vois, ton t-shirt, il est écru. Sauf que ça, c'est teint en écru. Ok. Et c'est teint en écru parce que l'industrie textile, elle n'arrive pas à dealer avec l'incertitude. Parce que le coton, en fait, c'est une matière naturelle. Donc, tu peux pas... Tu peux avoir des pièces qui vont avoir des couleurs teintes différentes. Donc, tu as des teintes qui vont du rose au bleu, en fait, dans le coton. Tu vois, genre, donc, tu ne peux pas maîtriser la couleur que ça va sortir. Et l'industrie textile déteste ça. Enfin, le truc des collections et tout, genre les gens te disent un Pantone, ils disent je veux cette couleur-là et tout. Et donc là, on est en train de bosser sur ce projet écru, qui est genre d'avoir tous nos vêtements qui soient, enfin en tout cas une grosse partie de nos vêtements qui soient disponibles sans teinture. Pour l'impact carbone que ça fait et aussi, tu vois, pour... Le dernier truc, c'est le truc du bio. C'est genre, dans l'agroalimentaire, si on achète bio, c'est assez égoïste. On se dit, c'est meilleur pour notre santé. Dans le textile, que tu achètes bio ou pas bio, ça n'a aucun impact. Enfin, vraiment, genre... Mais psychologiquement, parce qu'en gros, toute la toxicité, elle a lieu à la teinture. En fait, le coton, il pousse avec des pesticides, mais il est tellement lavé qu'il ne reste plus rien, en fait. Donc t'achètes bio, enfin si t'achètes bio dans le textile, t'achètes des trucs en coton bio pour ta santé, ça n'a pas de sens. Mais il y a plein de gens qui jouent là-dessus. Genre les trucs pour enfants, c'est en coton bio, etc. C'est vrai. Si tu veux vraiment avoir un truc zéro impact, zéro toxicité sur la santé, il faut faire pas de teinture. Donc voilà, donc ce truc est cru, il y a un truc hyper cohérent sur plein de choses et qui nous permettrait aussi d'expliquer tout ça, quoi. Il y a des personnes qui font ça aujourd'hui, des marques de vêtements J'ai vu personne, j'ai vu, tu vois, quelques coopératives lainiers, là, Ardelaine, qui avaient des trucs, qui utilisaient des trucs sans teinture et tout, mais personne communique vraiment sur ce que ça implique, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a conscience de l'amplitude du problème. Le 14 février, Julia, 14 février de cette année, en 2020, tu prends la parole à l'occasion d'un TEDx à Tours, donc organisé par l'Université de Tours, et à un moment tu dis qu'il faudrait changer, il faut vraiment changer notre état d'esprit, qu'on ne peut plus considérer que la croissance des entreprises est une réussite, que c'est précisément cet état d'esprit qui nous a mis dans la situation de crise climatique actuelle. Et on se demandait pourquoi est-ce qu'il y a urgence à revoir notre représentation collective de la réussite. En fait, c'est ça, encore une fois, on écrivait un article. Tu sais, on écrivait un article et on se disait, mais putain, pourquoi les entreprises de mode sont-elles si méchantes, tu vois ? Pourquoi elles, parce qu'elles veulent en permanente croître. Et en fait, à la base, nous, on pensait vraiment que c'était lié aux structures financières des entreprises. Qu'en gros, elles appartenaient à des fonds d'investissement qui sont en fait dans un espèce de truc où c'est même plus des gens qui décident. En fait, c'est des mécanismes financiers qui font que genre, t'es obligé de pousser l'entreprise à la croissance. Donc, c'est pas tellement des volontés humaines, mais plutôt un espèce de mécanisme tu vois, qui tourne tout seul, qui pousse tout le monde à la croissance. Et en fait, en creusant, on s'est rendu compte que dans le textile, c'est pas ça. La plupart des boîtes, c'est des boîtes familiales. Des boîtes, tu vois, genre, typiquement, le genre de boîte, on se dit, non, tu vois, genre, bon chef de famille qui va léguer la boîte à son fils, donc qui peut, enfin, tu vois, comme c'est un humain qui gère le truc, il a la possibilité de ne pas détruire la planète et tu vois, de ne pas faire de croissance pour la croissance, quoi. Et en fait, on s'est dit, mais putain, genre Zara, ça appartient tu vois, aux mecs de Zara, quoi. Genre, pourquoi Zara, ils veulent grossir toujours plus ? Enfin, ils n'ont même pas besoin d'être poussés par des fonds derrière, tu vois. Et en gros, en creusant, tu lis la biographie du mec de Zara, et tu dis, le mec, il dit,
non mais il faut toujours grossir, tu vois, genre vraiment il est dans un espèce de truc, genre sans aller plus loin que ça, il dit la croissance c'est la vie quoi, il faut toujours grossir. Et en vrai, si tu regardes, tu vois, Zara qui est la première industrie textile et tout, qui est une fortune et tout, tu vois, genre... c'est cette motivation-là qui embarque tout. Ouais, qui embarque tout, qui est responsable de tout le reste, quoi. Et ça, c'est vrai dans le textile, mais c'est vrai dans tellement de secteurs. Et c'est vrai aussi parce que finalement, maintenant, j'en côtoie pas mal des chefs d'entreprise. Et en fait, tout le monde pense ça. Tout le monde pense une belle boîte, c'est une grosse boîte. Tout le monde est admiratif. Tu vois, genre, tout le monde est admiratif des gens qui ont monté une licorne, tu vois. Genre, en fait, et en vrai... Tout le monde est fasciné par Elon Musk, par Jeff Bezos, par les mecs de Google, je sais pas leur nom. Tu vois, genre, il y a cette fascination qu'on a, c'est pour les gens qui ont monté des gros trucs. Et c'est récurrent, et c'est le cas pour la presse, mais c'est le cas aussi pour les milieux politiques. Je pense que s'il n'y avait pas cette ambition de croissance permanente, on arriverait à faire vivre notre population avec les limites de la planète. Le problème, c'est l'ambition de quelques-uns qui met en péril tout le reste de l'humanité. Et c'est clair. Et non seulement c'est clair, mais en plus, ces quelques-uns ne veulent pas le reconnaître. Et pour moi, c'était aussi important de faire ce TED parce que ça permettait, au lieu, tu vois, qu'on me prenne là comme sur un coin de table et tu dises, attends, la croissance, tu dis que la croissance c'est mal, mais tu vois, et qu'on me demande en 2 minutes de justifier un truc là, là, j'avais l'occasion de dérouler un vrai raisonnement tu vois, où on prend pas en porte-à-faux, mais justement où je suis capable de dérouler une argumentation sans que ça soit de l'ordre de débat et je trouve ça plus puissant en fait pour faire changer d'avis les gens. Et après il y a aussi un truc de format, tu sais, à partir du moment où c'est un TED, où les gens le partagent, et je sais pas, ça a plus de légitimité que quand moi je dis ce truc-là tout seul dans un coin. Et tu dis notamment au cours de cette conférence TED que la définition de la réussite est en train de changer et tu t'espères que ça va pas s'arrêter là. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, que c'est en train de changer ? Ça change pas pour tout le monde, mais l'audience que j'ai en fait. C'est chelou, en vrai. Tu vois, genre, ce discours de la décroissance, pas vraiment de la décroissance, mais genre que la croissance c'est obsolète en fait. Que le PIB, la croissance, tout ça, c'est plus quelque chose qu'on doit mesurer parce que ça joue contre nous. C'était quelque chose qui était inaudible il y a 3 ans. C'est toujours inaudible sur BFM TV, etc. Et tout, là, on arrive... Mais tu vois, genre, même Macron, là, pendant la crise du corona, il a commencé à dire des trucs comme ça, quoi. C'est juste que ce discours-là, il commence à faire sa place. C'est plus quelque chose de seulement des militants, des zadistes, des hippies et tout. C'est quelque chose qui commence à être... Les gens ont du mal à dire non, la croissance c'est bien parce qu'en fait les scientifiques du GIEC ont dit que vont dans ce sens-là et parce qu'on voit la crise climatique, donc il y a quelque chose qui est en train de changer. Je le vois aussi chez les plus jeunes. Je vois la génération qui arrive après moi j'ai 30 ans, ceux qui ont 20 ans maintenant, ils sont nés dans l'angoisse climatique. Ils sont nés, c'est terrible cette génération-là. Elle prend cher dans la gueule, quoi. C'est-à-dire que on leur répète à chaque fois, tu vois, que en 2030 ils vont crever, quoi, globalement, qu'il n'y a pas d'avenir pour eux. C'est une dépression, que tout est bouché pour eux. En même temps, de l'autre côté, on les incite à consommer de la pile manière qu'ils font. Et en même temps, tu as une espèce d'armée de boomers qui reste au pouvoir et qui fait rien pour eux, quoi. Et qui méprise un petit peu, je sais pas si vous avez vu là, les réactions à la Convention citoyenne, mais une armée de mecs de 60 ans au pouvoir qui ont vraiment participé à ce système qui détruit la planète, qui sont en plus en train de ridiculiser les quelques mesures qui sont même pas suffisantes pour nous sauver, quoi, et qui sont là, c'est complètement irréaliste, ils savent rien, tu vois, avec une arrogance et une ignorance forte. Donc cette génération-là, pour moi, elle est différente parce qu'elle est vraiment en colère, elle laisse beaucoup moins passer, quoi. Elle est beaucoup... moi je vois des gens de 18 ans qui sont d'une radicalité que j'ai pas pu atteindre avant des années et des années, quoi. Ils naissent radicaux. Parce qu'en fait, ils ont pas le choix, c'est leur avenir, quoi, c'est leur vie, et c'est leur santé mentale aussi. C'est une génération, je pense que si elle agit pas, elle sombre dans la dépression. Je pense que cette génération-là, elle peut retourner vraiment... elle peut retourner ce qu'on entend par la réussite, elle peut rendre obsolète des codes, elle peut faire en sorte que les gens qui aient des 4x4 aient honte et que genre tu caches ta Rolex quand tu marches dans la rue, quoi. Elle peut faire en sorte que les signes extérieurs de richesse et de croissance ça soit des signes de honte. C'est le truc, la honte de prendre l'avion, etc., quoi. Et que quand tu rentres dans une pièce et tu te dis moi je suis chef d'entreprise, on me demande des comptes, tu vois. Ah ouais,
qu'est-ce que c'est ton objectif? Mm. Et que du coup, ça peut mettre une pression sur les gens d'entreprise qui sont là, attends, non, mais moi, je veux pas la croissance. Bon, j'aime Ok, mieux ça. alors on peut discuter. Non, mais tu vois, genre, que ça va être leurs enfants aussi, hein, de Mm. ces mecs qui veulent croître à tout prix. Mm. J'espère que le petit-fils Zara, là, tu vois, genre, il va dire, mais non, que dalle, Armand Cho. Et du coup, aussi en faisant cette entreprise de vulgarisation, qui est permise par le TEDx notamment, mais tu parles en général dans des prises de parole, est-ce que c'est une manière, est-ce que aussi cette volonté-là de pouvoir rapprocher des générations, enfin, de faire en sorte de poser un constat, comme tu disais tout à l'heure, de dire, bah voilà, ça, ce sont les faits, quoi. Et maintenant, ça, à partir de faits, on peut discuter et en discuter ensemble, parce que... Ouais. Enfin, moi, je pense que les jeunes, ils sont déjà convaincus. Enfin, tu vois, genre, j'ai moins besoin de les convaincre que les trentenaires ou les... En fait, toujours terrible. Tous les gens qui ont bénéficié... Enfin, c'est extrêmement dur de vouloir détruire ou faire tomber un système qui t'a mis au pouvoir. Tous les gens qui ont des très gros postes, qui gagnent bien leur vie, qui ont fait leur fortune sur un système existant, c'est très très dur de le remettre en question. Et au moins, ces mecs de 20 ans, ils ont... Enfin, eux, pour eux, le terrain est libre, si tu veux, tu vois. Donc, c'est beaucoup moins dur. Et ils sont là, bah non, je suis d'accord avec le fait de dire... le mec qui est, genre, cadre, tu vois, genre, numéro 3 chez Air France, et que tout son statut social découle, en fait, de ce job-là, il a pas du tout envie de dire que c'est la fin de l'aviation et, tu vois, genre, qu'il faut voyager moins et que, en fait, l'aviation, c'est quelque chose qui pollue à mort et qu'en fait, on devrait se débarrasser de... tu vois, genre, il veut pas entendre ça. Genre, sa survie sociale fait qu'il va trouver tous les arguments pour se rationaliser. Et pareil chez les mecs chez Danone, etc. Donc, c'est pour ça que plus tu montes haut dans les échelles d'une entreprise, plus tu as affaire à des sceptiques, en fait, face à cette notion-là, quoi. Et plus tu descends. Enfin, moi, je connais des gens, tu vois, genre, qui sont chefs de projet dans à peu près toutes les grosses boîtes. Plus les gens sont convaincus. Donc c'est assez paradoxal, non? Plus t'es proche du pouvoir, plus t'as le moyen de faire changer les choses, plus tu nies, en fait. Plus tu vas trouver des raisons pour dire que non, c'est pas bon. Donc finalement, les gens les mieux renseignés, ceux qui ont la plus liberté, qui ont le moins de biais de confirmation, en fait, vont plutôt être les gens en bas de l'entreprise. Ceux qui ont peu de pouvoir. Ouais, ceux qui ont peu de pouvoir, ouais, ceux qui ont moins de statut social à perdre avec ce changement de paradigme. On va parler maintenant de ta manière d'être au monde, Julia. Si on revient un petit peu en arrière dans ton chemin de vie, quand tu t'exprimes sur ton enfance, tu dis « J'avais envie de rien de précis, je voulais être pompier ou chanteuse et me marier avec un policier ». Tu affirmes venir d'un milieu privilégié, ta mère est prof d'anglais, ton père ingénieur en traitement des eaux, tu grandis dans une famille bourgeoise et écolo. Tu te retrouves en classe prépa, biologie, chimie, sciences de la terre, puis ensuite en école d'ingénieur en agronomie. Ton père est ingénieur, donc écologiste, fan de René Dumont, premier candidat écologiste aux élections présidentielles en 1974. Toi-même, tu deviens ingénieur et tu milites pour une cause finalement écologique. On pourra en conclure que c'est ton père qui a orienté ta trajectoire, mais ce serait peut-être trop facile, non? Ouais, de toute manière, je crois qu'on est le produit de son milieu. Hein. Enfin, tu vois, genre, enfin, je suis pas du tout dans un truc où genre... Enfin, je suis pas quelqu'un, tu vois, genre, qui sort d'un milieu populaire sans conviction écologique et tout à coup qui a tout construit moi-même par les lectures, etc. Il y a des gens comme ça, moi non. Mais enfin, tu vois, t'es le produit de ton milieu, quoi. Donc, c'est à la fois de ce qui se passe dans l'enfance, mais ensuite des gens dont tu t'entoures au fur et à mesure de ta vie. Et moi, je me suis entourée de gens... Enfin, moi, les gens que je trouve intéressants, c'est les gens engagés. Donc, c'est normal que ça me sculpte aussi, quoi. Et parce que... Oui, mes amis autour de moi sont engagés, militants sur des sujets assez divers. Mais... Ouais, dans ton expérience professionnelle, il y a ces 2 ans et demi que tu passes chez Amazon à Madrid. Et vu là où tu en es aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est une erreur de parcours. J'imagine aussi que cette expérience a été très fondatrice pour toi dans la mesure où elle t'a éloigné de ton idéal de vie. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait de se lever tous les matins pour aller côtoyer des personnes, des collègues dont on peut se sentir très, très différents. Et au-delà de ça, qu'est-ce que ça fait de travailler au service d'une entreprise qui n'est pas réputée pour son éthique, tant pour les humains que pour la planète? Ouais, c'est intéressant parce que Amazon, ils m'ont pas forcé à travailler chez eux. Hein. J'ai postulé et j'ai passé... 4 ou 5 entretiens, c'est très dur de rentrer chez Amazon, hein. Et donc il faut vraiment le vouloir, etc. Donc ça veut dire que quand je suis arrivée dans cette boîte, j'avais envie d'y être. Et j'étais contente au début. Et en fait, au début, ça correspondait à mes valeurs.
Mon raisonnement, c'était genre, je sortais d'un cursus en agronomie et en agroalimentaire. Et pour moi, le problème, c'était surtout c'était l'emploi. Enfin, c'était genre les conditions de travail. Et Amazon, en fait, n'était pas producteur. Enfin, c'était genre... ils faisaient juste de la logistique, quoi. Et donc, le fait de travailler dans des pays occidentaux les forçait à garantir des bonnes conditions de travail. Enfin, en tout cas, pas... Enfin, les moins bonnes, certes, mais il y avait quand même un cadre légal qui les empêchait de faire n'importe quoi. Donc, dans ce sens-là, je trouvais ça bien plus éthique qu'aller travailler chez un constructeur qui produit en Asie du Sud-Est. Et je trouvais ça plus éthique qu'aller bosser dans l'agroalimentaire, qui était plutôt une des voies où j'aurais pu aller, parce qu'en fait, je trouve qu'ils produisent de la merde, quoi. Donc, Amazon, au moins, ne produit pas de la merde. Et il y avait un truc aussi que je trouvais hyper intéressant sur... Moi, quand j'achetais chez Amazon, je me sentais pas entubée comme client. En fait, c'est une vraie différence. Hein. Enfin, je trouve que, pareil dans la téléphonie, tu vois. Genre, moi, j'ai un truc de sympathie pour Free, pour Amazon, pour Decathlon, parce que, genre, par rapport, même si genre, j'ai plein de trucs à leur reprocher sur plein de choses, par rapport, en fait, à la jungle, bah, au moins, tu vois, genre, ils respectent un peu le client, quoi. Parce que vraiment, il y a des gens qui sont à la fois méchants, genre, elle sait faire, et tu sais, qui en plus t'entubent, tu vois. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais avant Free, c'était quand même, genre, abusé, quoi. Il y avait vraiment un truc comme ça et tout, et genre... c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure entre, tu vois, genre le jean Levi's et le jean H&M, tu vois. Mine de rien, H&M, il y a quand même une espèce d'honnêteté sur genre la marge qui est prise, etc. Et donc, Decathlon, Amazon, je trouve qu'il y avait un truc vraiment trop bien sur le client, de respect du client, etc. Donc, et c'est en fait en travaillant dans cette boîte que, genre, peu à peu, je me suis rendu compte que non, ça n'allait pas, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça fait, en fait ? Bah, y a plein de monde pour qui c'est le cas. Moi, c'est juste que j'ai l'aisance économique suffisante pour me permettre de dire que ça ne me convient pas et que je vais aller faire un master en genre, tu vois. À ce moment-là, je me dis, bah non, ça m'intéresse pas. Cette entreprise n'a pas besoin de moi pour grandir et c'est pas une bonne chose qu'elle grandisse. Et cette entreprise, en grandissant, fait plus de mal que de bien. Donc, je vais pas dédier mon énergie à ça. Et donc, bah, je m'entendais quand même bien avec mes collègues et tout, c'était quand même des gens que j'aimais bien et tout, mais c'est vrai que c'était il y a 6-7 ans maintenant, je pense. Enfin, c'est vrai qu'on parlait... Enfin, la question écologique n'était pas aussi présente dans les médias, dans la tête de tout le monde. Enfin, vraiment, très peu de gens en parlaient, donc c'était pas... Puis même moi, j'avais pas vraiment conscience que c'était ça le vrai problème d'Amazon. Pour moi, il y avait tout le truc des conditions de travail et tout. Il y avait eu quand même des trucs un peu chauds, tu sais, où vous avez pris des néo-nazis pour encadrer les travailleurs temporaires en Allemagne. Donc il y avait des petits trucs comme ça où on voyait aussi la culture de la boîte qui était une culture qui était vraiment une culture de faire travailler les gens au maximum jusqu'à ce qu'on puisse les remplacer par des machines. Et même les cadres devaient s'en rendre compte un peu. Parce que même les cadres, ils ont vocation à être remplacés. Moi, mon boulot, c'était de faire la prédiction de ce qu'on allait vendre. Donc j'étais aidée par un algorithme et tout, mais à terme, l'idée c'était que l'algorithme remplace le poste de la plupart des gens qui bossaient dans ce truc-là. Et ce qui était assez marrant, c'était des postes de cadres et tout, de gens qui gagnaient très bien leur vie, c'était pas les mecs dans les entrepôts et tout. Mais les gens n'arrivaient pas à avoir une vision aussi long terme pour se dire « Ah bah attends, ce que je suis en train de mettre en place, c'est le péril même de mon travail. » quoi. Ouais. C'est vrai qu'au bout du compte, ils allaient finir par se faire remplacer par ouais, c'est le but, d'automatiser et tout. Et en fait, tu vois, pourquoi pas ? En fait, ça me dérange pas, hein, le truc de remplacer... le travail humain par des machines. Le problème, c'est quand ça se fait au détriment des humains. Et le problème, c'est quand ces machines sont trop consommatrices d'énergie ou de ressources. Ou le problème, c'est quand genre, la valeur qui est créée, elle n'est pas répartie. Tu vois, genre, en fait, ouais, tu remplaces les tâches automatisables par les machines parce que ça fait du bien à personne, aucun humain n'aime ça. Dans ce cas, tu valorises vraiment les gens tu vois, qui font de l'humain, quoi. Qui font du contact avec les clients, tu vois, qui font un truc comme ça. Et dans ce cas, tu surpayes les caissières. Tu vois, genre, ça doit être ça la logique. Tu choisis ce que tu fais de l'argent qui a été économisé. Ouais, c'est ça, en fait. Quand tu vois, bah, c'est toute la réflexion. C'est toute la réflexion, tu sais, de ce truc de genre, les machines vont... Enfin, tu vois, on va bientôt moins travailler parce que tout a été automatisé. En fait, oui, mais dans ce cas, il faut que la valeur qui est produite ne soit pas captée par une toute petite frange de la population. Et pour l'instant, c'est genre le fait que les machines remplacent le travail humain, ça précarise. Ça fait que putain, bah en fait, là, ça fait chier d'avoir des boulots de caissière qui sont remplacés par des machines, parce que ça met les caissières au chômage, alors qu'on devrait être soulagé en fait qu'il y ait des boulots pénibles qui soient effectués par les machines. On n'est pas soulagé parce que ça les fout encore plus dans la merde. Donc c'est vrai, donc c'est la manière de faire, la manière de redistribuer la richesse comme d'hab, quoi. Juste avant, tu disais j'essaie de pas mentir. Et on voit bien qu'avec Loom, vous adorez raconter les coulisses de l'industrie textile.
et de votre quête vers l'éthique et vers une vraie forme de vérité, moi j'avais envie de savoir d'où te vient cette recherche de la vérité. Ouais, c'est intéressant parce que j'ai pas toujours été comme ça. Ouais, il y a une période où j'étais là, en fait, ce qui compte, c'est la cause. Et même s'il y a des mensonges, je vais les laisser être dits parce que ça sert ma cause. Tu vois, genre, c'est genre le truc des mecs qui pensent que les antennes 5G, c'est une stratégie. C'est quoi? C'est le Covid et du coup, qui vont détruire les antennes 5G pour ça. Tu pourrais te dire, ah bah oui, la 5G, moi je pense que la 5G, c'est la merde. Pas du tout parce que je suis complotiste, mais je pense qu'on en a pas besoin et tout. Donc, genre, tant mieux, quoi. Et en fait, ça, sur le long terme, ça marche pas. Sur le long terme, en fait, si quelqu'un se rend compte que j'ai menti sur un tout petit aspect, est-ce qu'il n'y a pas un truc où ça décrédibilise tout le reste du discours, quoi? C'est un mec, c'est Henri Spira, je crois, qui faisait ça. Bon, tu pourras lire, il y a plein d'histoires sur lui, mais en gros, il disait que lui, pour faire avancer la cause, il fallait y aller étape par étape. Faut pas essayer de... Enfin, faut vraiment, genre, mini-pas par mini-pas. Le truc de vouloir tout changer d'un coup. C'est d'une arrogance folle, quoi. C'est les milliardaires qui sont là-bas. Paf, 1 milliard sur le tapis, et trouvons la solution à la fin dans le monde. Et paf, 1 milliard sur le tapis, on va trouver des gros aspirateurs. Enfin, en fait, le monde marche pas comme ça, les solutions ne marchent pas comme ça, et l'avancée du monde marche pas comme ça. C'est les petits pas, en fait. Avancer par petits pas. Ne pas diaboliser l'autre, en fait. Enfin, parce qu'en fait, c'est pas ça, il n'y a pas vraiment de méchants et tout. Il y a des systèmes et des trucs qui nous entravent et qui nous empêchent de sortir des trucs. Puis intellectuellement, c'est plus intéressant de pas mentir. Intellectuellement, surtout, il y a un vrai truc où genre, tu peux vraiment creuser les sujets. Si tu mens ou si tu décides de pas regarder les arguments qui vont contre toi, tu t'améliores pas. Tu restes dans ton et tout. Nous, genre, quand on a écrit un article genre pourquoi les entreprises détruisent la planète, on a acheté Challenge, je sais plus quel magazine comme ça, avec, tu sais, genre, un truc où il y avait marqué pourquoi on ne peut pas vivre sans croissance, tu vois. On a acheté Challenge, on a été lire, et franchement, l'article était assez intéressant. Ou tu sais, des trucs du Point, tu vois, sur vraiment des articles et des points de vue qui sont pas raccord avec nous, quoi. En fait, il faut qu'on comprenne. Genre, est-ce que c'est possible qu'on ait tort à un endroit? Et bon, pour être sûr de ne pas avoir tort à un endroit, il faut vraiment entendre les avis contraires. Il faut vraiment entendre si c'est vrai, en fait. Dans ce cas, il faut l'intégrer. Parce que sinon, tu fais des discours manichéens. Et c'est facile, en fait, de faire des discours manichéens. Surtout quand, tu vois, à cause des biais de confirmation, puis il y a des gens qui sont là, ouais, t'as raison, brûlons-les. Et toi, t'es là, ouais, jamais brûlons-les. Alors que c'est... J'ai dit brûlons-les, merde. Mais, enfin, même pour la crise écologique, tu vois, on a besoin de recherche de vérité, on a besoin de savoir qu'est-ce qui a vraiment d'impact. Tu vois, genre, en fait, si idéologiquement, je préfère que, tu vois, genre, on pense que l'avion c'est mal, mais en fait, on se rend compte que les efforts sur l'avion c'est que dalle par rapport à faire les efforts sur ça, tant pis, laissons les gens prendre l'avion, tu vois. Ou si c'est ok d'avoir un 4x4, mais qu'en fait, c'est ça qu'il faut changer, ok, tu vois, genre, même si idéologiquement, je déteste les avions et les 4x4, ma recherche de la vérité me fera prendre des décisions qui sont pas celles qui confirment en fait mes convictions premières, mais celles qui sont vraiment les plus justes et les plus efficaces, quoi. Et est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu as confiance aux autres? Enfin, quel est ton rapport à la confiance? J'avais pas confiance en moi au début. Hein. Enfin, genre, je me sentais pas au début de Loom. C'est quand au début? Ouais, au début de Loom, quand j'ai rejoint Loom, que Guillaume avait créé. J'ai confiance en moi sur les trucs opérationnels, tu vois. Enfin, je me disais, bah oui, ça, je suis capable de le faire et tout. Mais quand je voyais l'ampleur de la tâche, tu vois, de gérer une marque en entier, genre, je savais pas du tout quelle allait être ma valeur, quoi. Et c'est un truc de meuf, hein, ça. Enfin, tu vois, genre, c'est un truc de meuf et c'est un truc de pas avoir fait d'école de commerce. Parce que je vois les gens que je connais qui ont fait des écoles de commerce, en fait, on les a complètement décrispés là-dessus, quoi. Enfin, et vraiment, c'est là que tu vois que... Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment ceux qui osent, enfin, tu vois, qui se sentent en confiance, qui peuvent occuper ces espaces de pouvoir, qui se sentent légitimes, en fait, pour aller les occuper, quoi. C'est un peu le même truc que pour aller faire une prépa, tu sais. Les gens qui vont faire une prépa, c'est pas forcément les plus brillants, c'est ceux à qui on a donné un sentiment de légitimité suffisante pour y aller, quoi. Encore une fois, un truc de milieu, etc. Donc, j'avais pas confiance en moi au début, un petit syndrome de l'imposteur et tout, même si pas non plus, tu vois, genre hyper développé, mais suffisant pour me dire être chef d'entreprise, j'étais peut-être pas au niveau. Et c'est quand Guillaume m'a dit viens, on rachète la marque que ça m'a permis de me poser des questions, etc. Et après, il y a eu un des trucs qui m'a permis de prendre confiance en moi, c'est quand je me suis rendu compte qu'il s'agissait pas de moi, en fait. Enfin, tu vois, le truc d'avoir peur d'être jugé, etc. En fait, maintenant, il s'agit pas de moi. Enfin, genre, je suis l'enveloppe, tu vois, qui incarne ce truc-là et tout, mais genre,
ça me désangoisse le fait de me dire en fait c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour le projet quoi. C'est pour les missions, c'est pour les valeurs et tout. Il y a besoin de, enfin tu vois, tu es dans un espace de pouvoir, occupe-le et sers-toi-en pour faire passer plus d'équipe, pour faire passer plus d'éthique quoi. Ça c'est un bon truc de confiance en toi, tu te désincarnes un peu. Tu te dis que t'es plus qu'un véhicule, tu vois. C'est très chrétien en plus comme truc ça, hein, tu vois, genre je ne suis que la voix du Seigneur, etc. et tout. Et après il y a aussi un truc où genre de côtoyer des gens pas très bons qui ont très confiance en eux, enfin il y a quand même j'ai quand même vu des choses dans les milieux des chefs d'entreprise, des trucs comme ça, des gens avec ou des managers et tout, des gens avec beaucoup d'assurance et en fait de devoir être confronté à, enfin de voir que en fait enfin, ils savaient pas faire quoi. Enfin, ils savaient pas faire, ils ne faisaient pas, mais ils avaient par contre la bouche pour en parler quoi. Et ça me révolte tellement. Ça me révolte tellement que genre, je me dis, attends, si tu le fais pas, il va y avoir un mec incompétent qui va le faire. Et c'est assez, je sais pas si vous avez déjà, tout le monde a dû être confronté à ça dans son travail, mais où t'es là. Mais enfin, ou tu sais, où genre les mecs qui se rapproprient ton travail et tout, tu vois, donc t'as un truc, ça m'a vachement fait prendre confiance en moi, je me suis dit, genre, ok, je suis pas Einstein, mais tout, mais franchement, lui, je le dose. Et donc, c'est un peu des trucs comme ça et tout. Et là, maintenant, je pense qu'il y a aussi un truc où, chez Loom, on se fait des feedbacks en permanence et tout, donc il y a aussi un truc où genre, je sais là où je suis pas très forte et je sais là où je suis forte. Et je le prends pas comme un mérite intrinsèque ou un truc, enfin tu vois, genre j'ai pas envie de me la péter avec ça. En fait, je sais là où je suis forte et ben je vais tabler sur ces trucs là pour m'améliorer sur ce truc là, etc. Mais c'est presque froid en fait cette analyse de ce truc là. Mais oui, il y a un truc où genre j'ai pas peur du regard des autres. Enfin tu vois, j'ai pas peur qu'on me trouve pas désirable, moche, grosse, tu vois, genre mal habillée, etc. Enfin ça m'intéresse pas. Ça j'ai réussi à ça arrive à s'en départir, c'est vraiment un truc hyper important pour la confiance en soi, surtout quand on est une meuf. Les mecs ils y arrivent plus et tout, mais genre je m'en fous que les gens me trouvent moche. Enfin, tu vois, genre, c'est pas grave, ma mère me trouve belle, tu vois, genre, des trucs comme ça et tout. Sur le truc intellectuel, l'autre truc, c'est que tu peux avoir peur que les gens te trouvent bête ou que tu dis pas des trucs intelligents, etc. Bah, pour ça, je travaille mes discours, quoi. Je travaille les choses que j'ai à dire et je les travaille pas toute seule, mais en équipe, ce qui permet d'assurer, en fait, d'avoir quelque chose de bien là-dessus. Et la dernière chose, c'est genre, t'as peur que les gens t'aiment pas. Ça, il faut arriver à s'en débarrasser. Enfin, ça, il y a toujours des gens qui m'aimeront pas et des gens qui m'aimeront bien et il y a des gens qui m'aimeront pas et j'ai aucune pour des raisons injustes et peut-être, enfin, ça c'est la vie. Ça, tu vois, de manière, ça c'est, il faut réussir à faire sans. Et après, et donc voilà, je pense que mais c'est hyper nécessaire hein, la confiance en soi pour arriver à ça. Et ensuite la confiance aux autres. Moi j'ai, en fait, il y a des gens que je rencontre en qui j'ai très confiance. Et je les garde près de moi, hein. Enfin, c'est les gens de mon équipe, quoi, qui sont... Enfin, c'est une confiance mutuelle, hein. Enfin, tu vois, genre, comme ça, mais après, il y a d'autres gens, bah, tu vois, je te parlais de Thomas de 1083, enfin, c'est quelqu'un en qui j'ai très confiance et avec qui... tu vois, confiance, c'est pas seulement sur un truc d'honnêteté et qui va pas te lâcher et tout, c'est aussi confiance dans la manière de réfléchir, dans l'honnêteté intellectuelle et tout. Après, il y a des gens dans qui j'ai pas confiance, hein. Sur l'honnêteté intellectuelle, sur le truc, sur le raisonnement, où je dis, bah non, enfin, tu vois, genre, maintenant, plus... Enfin, tu vois, genre tous les mecs qui essaient de me convaincre que la croissance c'est bien, etc. J'ai pas trop confiance dans leur raisonnement, quoi. Donc ouais, c'est ça. Sur la confiance, c'est ça. Ok.